Bonjour à tous. Je m'appelle Isabelle Sorbès-Verger, je suis géographe, je travaille au CNRS et je travaille sur l'occupation de l'espace extra-atmosphérique, ce qui fait de moi un petit extraterrestre dans le monde de la géographie, parce que effectivement, en géo, vous savez, on étudie quand même globalement, hein, je vais faire ça de manière très, très sommaire et simplificatrice, mais on étudie quand même les relations entre l'homme et son milieu. Et il est vrai que dans l'espace, l'homme, il est quand même peu présent, voire très, très peu présent. Et quand il y est, ça coûte très cher et ça présente beaucoup d'inconvénients. Alors, je sais bien que les photographies de Thomas Pesquet ont permis de relancer, je dirais, une forme d'intérêt pour cette vision de la Terre depuis l'espace. J'ai bien noté aussi qu'il y avait eu, lors de la dernière candidature auprès de l'ESA, beaucoup de monde qui s'est présenté pour devenir astronaute. Et il demeure que l'activité dans l'espace, c'est d'abord une activité avec des engins automatiques. Ceci dit, c'est bien une activité humaine, et en ce sens, je me sens parfaitement géographe, mais c'est une activité qui se passe dans l'espace, si bien que l'expression qu'on utilise assez souvent de conquête de l'espace ou de, comment pourrais-je dire, course à l'espace, etc., c'est vraiment une façon de parler de l'espace pour parler en réalité des activités qui s'y tiennent. Alors, quand on a décidé avec Valérie Didier de ce cours public, elle m'a demandé un titre, elle m'a demandé un sujet, et j'ai réfléchi à la fois par rapport à ce qui allait être l'événement de ce soir autour de Blue Marble, et aussi parce que aujourd'hui le programme lunaire de retour des États-Unis avec leurs alliés, les Japonais, qui sont déjà en train d'annoncer qu'ils vont aller sur la Lune. Du coup, il y aura un Japonais sur la Lune avant un Chinois. Alors les Chinois écrivent que c'est scandaleux parce que le Japonais qui ira sur la Lune, il ira avec les Américains, alors que quand ils iront sur la Lune, ils iront avec leurs propres moyens, etc. Donc on voit bien qu'il y a tout un narratif qui est en train de se mettre en place sur cette idée qu'on arrive dans un nouvel âge spatial. Alors on a déjà eu le New Space avec les constellations de satellites, Elon Musk, on en reparlera peut-être un petit peu lors du prochain cours public, mais sur la Lune, on voit bien qu'il se met en place une nouvelle logique qui est celle de l'exploitation des ressources, l'idée de développer une base lunaire, et surtout, moi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, particulièrement en tant que géographe, c'est cette idée de dire que maintenant, la Terre, elle avait une banlieue dans laquelle il y avait des satellites qui tournaient sur des orbites basses, avec un anneau particulier à 36 000 km, mais ça s'arrêtait quand même là. Et il y avait quelques sondes, mais très très peu. Et que là, maintenant, on va vraiment créer un espace Terre-Lune et que ça va être un nouvel écosystème. Alors, écosystème étant à prendre, je vais dire, au sens de l'image, plus que de la réalité, compte tenu de ce qu'est le milieu spatial. Donc, j'ai 3 leçons en cours public. Donc, la première, celle-ci, c'est à la conquête de la Lune. Et puis, la deuxième fois, je crois que c'est en février, je ferai quelque chose sur l'occupation, justement, de cet espace entre la Terre et la Lune. Et la troisième séance sera plus sur les enjeux de qu'est-ce qui va se faire bientôt sur la Lune et qu'est-ce que ça va pouvoir signifier pour les activités terrestres. Alors, la Lune, c'est une destination unique. La Lune, jusqu'à Spoutnik, en 1957, c'était le seul satellite de la Terre. Et donc, d'ailleurs, on voit bien dans les présentations qui sont faites par la Pravda, mais aussi par d'autres journaux en 1957, du lancement du Spoutnik, on parle de la petite Lune. Et on insiste sur le fait que l'homme a été capable de créer un nouveau satellite et donc, en quelque sorte, de concurrencer la nature. On a un satellite naturel, la Terre, et puis on a maintenant un satellite artificiel, Spoutnik. Alors, la Lune, c'est une destination unique, puisqu'en fait, c'est celle que l'on peut voir depuis la Terre. Bon, tout le monde a regardé la Lune, les quartiers de Lune. N'importe qui, à un moment, s'il y a une lune rousse ou une belle lune éclairée, va s'arrêter et on va tous avoir un moment de fascination par rapport à ce satellite qui n'est pas si loin que ça, entre 350 000 et 420 000 kilomètres selon les positions relatives avec la Terre, mais qui est visible et dans lequel on peut se projeter par l'imagination. Et donc, bon, évidemment,
évidemment, le premier à vouloir voler vers la Lune, c'est Icare. Bon, le moyen technologique était un peu rudimentaire. D'ailleurs, je ne sais pas si Icare, il a volé. Je me suis en train de me demander si je ne dis pas une bêtise. Si Icare, il ne voulait pas aller vers le Soleil, mais il a dû vouloir aller vers la Lune aussi. Il n'a pas eu l'idée d'aller vers la Lune, Icare. Bon, je suis déçue. Bon, je reprendrai mes classiques. En tout cas, c'est le Soleil qui lui a fait fondre la cire. Ça, on est d'accord. Et il a plongé. Bon, pour Cyrano, ça, je suis sûre que c'était la Lune. Pour Jules Verne aussi. Pour Méliès aussi. Et puis, je me suis dit qu'on ne parle pas tout vent de femmes dans la conquête spatiale. Alors, je ne m'en suis pas privée. J'ai pris une image qui est celle du film de Fritz Lang en 1929, qui est Une femme sur la Lune. Et ce film, il est très intéressant parce que je dirais que avant les relations d'Hollywood avec la NASA qui vont se faire autour du programme Apollo, et qui d'ailleurs, c'est quand même une cruauté, vraiment un clin d'œil tout à fait sadique du destin, font que maintenant vous avez la théorie du complot qui explique que ces relations entre Hollywood et la NASA étaient bien la preuve qu'on n'est jamais allé sur la Lune, pas de chance. Mais à l'époque déjà de 1929 et de Fritz Lang, il prend conseil d'un des jeunes, des scientifiques et ingénieurs du spatial, qui n'est pas tout à fait allemand, il est de l'Empire austro-hongrois, et qui s'appelle Hermann Oberth, et qui est le conseiller scientifique du film. Et donc, je ne sais pas si moi j'ai re-regardé pour ce cours le film de Fritz Lang, et c'est extrêmement intéressant. D'abord, les images sont vraiment superbes, et le début du lancement tel qu'il le fait avec justement la mise à feu du lanceur, et paraît-il, alors bon, il faudrait vérifier, l'invention du compte à rebours. Alors, il y a un petit extrait de Fritz Lang qui dit si je comptais 1, 2, 3, 4, 5, 6, le public ne pouvait pas savoir quand est-ce que j'allais m'arrêter. Alors que si je comptais à l'envers, 10, 9, 8, 7, 6, 5, le public est dans l'attente du zéro. Et donc, bon, il paraîtrait que... Bon, je pense qu'on a dû faire du compte à rebours indépendamment de Fritz Lang, et que s'il ne l'avait pas utilisé, je pense que la NASA y aurait quand même pensé pour les mêmes raisons. Mais bon, bref. Toujours est-il que c'est très intéressant parce que Hermann Oberth, il explique à Fritz Lang que sur la Lune, il faudrait quand même qu'il y ait un scaphandre, enfin qu'il y ait quelque chose, parce qu'on ne respire pas sur la Lune. Et donc, Fritz Lang ne veut pas accepter ça parce qu'il dit qu'il est impossible pour le spectateur de s'identifier aux personnages s'ils ne sont pas comme sur la Terre. Et donc, en fait, son idée, c'est de vraiment faire... Il y a vraiment beaucoup d'aspects techniques intéressants, mais son idée, c'est quand même qu'à un moment, il faut que sur la Lune, on se retrouve sur une Terre. C'est absolument indispensable pour lui. Et donc, du coup, quand vous regardez le film, ils partent bien avec un scaphandre, ils arrivent sur la Lune, et là, ils ont la bonne idée de craquer une allumette, et l'allumette ne s'éteint pas. Il est très content, il jette son allumette, il craque une deuxième allumette, ça ne s'éteint pas, puis on enlève les scaphandres, et du coup, on a une vie normale sur la Lune. Donc cette histoire de 1929, c'est important parce que c'est le début des lanceurs, c'est vraiment les premières expériences des lanceurs en Allemagne. Il y a 2 pays où, à cette époque-là, avant la Deuxième Guerre mondiale, nettement avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 20, on teste les premiers lanceurs, et c'est en Russie, où l'Union soviétique et le bolchevisme soutiennent extraordinairement le vol interplanétaire. Il y a la première exposition internationale sur le vol interplanétaire se tient à Moscou en 1924 ou 1926 avec le soutien vraiment de toutes les instances. Lénine lui-même était très, très intéressé et très impliqué, et tout le discours est d'expliquer que le marxisme, la science et la technologie, ce sont des choses qui sont absolument indissociables. Si bien que, si vous voulez, on oublie un peu cette histoire, et quand en 1957 on va évoquer, de la même en 1961 avec le vol de Gagarine, etc., on va évoquer cette utilisation idéologique des réalisations spatiales par l'Union soviétique, c'est absolument indéniable, mais c'est même encore plus ancien. Alors ça va être cassé par Staline, parce que Staline, il n'est pas du tout dans l'idée qu'il faut avoir, comment dirais-je, une créativité des ingénieurs, des scientifiques, et il va, dans un premier temps, rapatrier les ingénieurs sous le contrôle de l'armée, dans des laboratoires spécialisés. Il va ensuite les déporter au moment des purges.
Certains d'entre eux en mourront, Korolev et Glushko survivront, seront réutilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale dans ces fameuses cités, enfin, laboratoires prisons, on va dire, où ils vont travailler sur des moteurs fusées, mais pour des avions. Et puis, ça n'est qu'après la mort de Staline que va à nouveau se redévelopper une activité spatiale, c'est-à-dire liée vraiment pas à faire des missiles, mais à faire des lanceurs, et c'est différent, et des satellites après 1957. Et donc, l'autre grand endroit où, effectivement, on a des compétences, peut-être même encore plus en termes d'expérimentation qu'en Union soviétique, c'est l'Allemagne. Et en 1929, il y a des premiers tirs de fusées, sauf que voilà, le problème des fusées, c'est que c'est dangereux, l'air de rien. Et les ergols, c'est toxique. Et à un moment ou à un autre, on peut essayer d'imaginer les frères Wright qui font les débuts de l'aviation, etc. Bon, quand un avion se crache, c'est pas terrible, mais quand un lanceur explose sur un pas de tir, même un petit lanceur, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et surtout, si le lanceur décolle et qu'il n'atterrit pas là où c'est prévu, c'est ennuyeux aussi. Donc, assez naturellement, je dirais, va y avoir une conjonction des liens avec les militaires, dans la mesure où les militaires vont déjà disposer de grands espaces où on peut faire des expérimentations, puis ensuite ils vont effectivement sécuriser et contrôler. Et donc dès un peu avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, mais alors de manière très nette, une fois que le parti nazi arrive au pouvoir, eh bien effectivement c'est l'armée allemande, l'armée d'ailleurs et pas l'armée de l'air, qui s'intéresse aux missiles. Et puis ensuite, à partir de 1943, c'est la décision par Hitler de créer le V2, ce fameux lanceur spatial, qui va permettre, le V2, qui est un missile qui va permettre de bombarder en particulier Londres, mais pas que, et qui, après la guerre, c'est le V2 qui servira de base au développement des premiers lanceurs à la fois américains, puisque von Braun se rend aux Américains pour fuir les Soviétiques, qu'il est exfiltré et, comment dirais-je, je ne sais pas quelle expression employer. Disons que l'opération Paperclip, montée ensuite par les Américains, consiste à gommer l'implication de von Braun dans la direction SS. Il n'est pas un SS lui-même, on le voit parfois en uniforme, mais en tout cas, il est responsable de la production des V2 au moment où les V2 font travailler des camps de concentration à Dora, etc. Et on a des photos qui ne font pas de doute sur le fait que von Braun, effectivement, connaît parfaitement les conditions dans lesquelles sont fabriqués les V2 à Dora. Et ça va être passé sous silence aux États-Unis. Et moi, vous voyez, quand j'ai commencé à travailler sur l'espace, je n'ai vraiment commencé à lire des choses sur le passé nazi, ou en tout cas d'implication dans le régime nazi de von Braun, que quasiment dans les années 80. C'est-à-dire que ça fait quand même 35 ans où on a vraiment complètement gommé ça. Mais ça a une implication qui est qu'entre autres, Eisenhower ne tenait pas du tout à ce que von Braun apparaisse comme l'artisan du spatial américain. Parce que justement, c'était quelqu'un dont les V2 avaient bombardé Londres. Et donc, von Braun était cantonné au volet missile. Et c'est l'échec du lanceur Vanguard qui était prévu pour l'année géophysique internationale qui fait que l'Union soviétique ayant tiré et réussi, les États-Unis ratant leur premier tir, eh bien, là, on va un petit peu oublier les principes éthiques, et von Braun, qui a un lanceur, qui a un missile intercontinental qui est prêt à fonctionner, va avoir tous les moyens pour faire le premier lancement de satellite. Et à partir de là, von Braun va intégrer les centres de la NASA, et c'est von Braun qui commence à poser les bases du programme lunaire, même si ensuite, ça sera poursuivi par d'autres. Donc, toujours est-il qu'en 1929, à l'époque, les États-Unis sont peu impliqués dans le spatial, mais c'est deux autres acteurs qui vont rester importants, donc l'Allemagne et l'Union soviétique. Et pour ces deux acteurs, vraiment, faire des fusées, c'est faire du vol interplanétaire. C'est-à-dire qu'on envoie des hommes sur la Lune. Alors, il n'y a pas d'autre sujet. En fait, on ne va pas faire des satellites pour observer la Terre, on ne va pas faire des satellites pour faire des télécoms, on ne va même pas, à cette époque-là, faire des satellites pour de la science. On va surtout créer les moyens de se déplacer dans l'espace pour permettre aux hommes de quitter la Terre.
Il y a une autre raison qui fait que l'Union soviétique était très impliquée, c'était l'existence sous la Russie tsariste d'un mathématicien, Tsiolkovsky, qui avait posé les premières équations et le premier principe de la fusée à étage, sauf que pendant la Russie tsariste, c'était resté passablement confidentiel, et là encore, ça sera avec Lénine que on va se saisir de cette fierté du public, enfin, ou en tout cas de l'esprit russe, et des capacités intellectuelles des Russes qui sont révélées par le bolchevisme. Alors la Lune, pour nous, c'est autre chose, c'est un lieu peuplé par le mythe, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit par l'homme, enfin bon, c'est un lieu dans lequel il y a des dieux, des déesses, des mythes et des légendes, et j'ai mis une petite photo à côté qui est ce lapin de jade qui serait sur la Lune avec la déesse Chang'e, qui est un mythe qu'on retrouve dans différents pays d'Asie et qui explique et qui sert de référence aux premières expéditions chinoises de la Chine sur la Lune qui se déroulent actuellement et qui existent depuis 2014. C'est l'objet préféré des explorations astronomiques, bon, ça on voit bien pourquoi, déjà avant qu'on ait des instruments aussi sophistiqués que ce qu'on a aujourd'hui, et puis ça va être l'objectif prioritaire de l'exploration spatiale habitée, avec le défi, je vais y revenir, que Kennedy lance au moment où il décide de rétablir l'image des États-Unis dans l'espace après avoir dû subir une série de premières soviétiques. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question de la colonisation de la Lune. C'est vraiment comme ça que très souvent on entend le mot utilisé. Alors je pense qu'il y a une forme de maladresse, c'est-à-dire que je pense que la colonisation, il ne faut quand même pas la voir dans l'esprit des gens qui utilisent l'expression comme quelque chose qui ressemble au 19e siècle, parce que j'insiste un tout petit peu là-dessus. Quand vous alliez coloniser alors un peuple accessoirement, mais surtout un territoire étranger, vous y alliez pour récupérer des ressources, ramener les ressources et vous enrichir. Donc vous faisiez un aller-retour. Là, quand vous allez aller sur la Lune, vous n'allez pas faire en permanence des allers-retours. Donc on est sans doute beaucoup plus dans l'idée d'une colonisation comme l'idée qu'il va y avoir un lieu à la grecque. Hein. Vous savez, les cités grecques, elles ont créé Marseille, elles ont créé des colonies qui étaient des points d'activité. Ce n'est pas le phénomène de colonisation du 19e. Ceci dit, le fait qu'on utilise le mot prête un peu à confusion, et je pense que ça prête aussi à confusion dans les discours qui peuvent être faits. Et là, je ne sais pas trop, oui, c'est ça, ce que vous voyez exactement, mais je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir, donc je vous le montre tout de suite. L'image là, à gauche, où vous voyez un homme en train de travailler, donc je ne sais pas si vous vous identifiez avec lui du fait qu'il a un scaphandre ou pas, enfin qu'il a une combinaison ou pas, mais en tout cas, vous voyez bien qu'effectivement, bon, l'activité sur la Lune, ça va être un petit peu compliqué. De toute façon, les bases, il faudra qu'elles soient enterrées. Enfin bon, là, il y a un aspect infrastructure qui va demander pas mal de temps, d'énergie et de moyens. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la petite image d'à côté. Et cette image, elles sont extraites toutes les deux d'un rapport tout récent hein, qui est sorti sur le programme Artemis et qui est de la NASA. Et pour donner une idée de la base qui sera faite sur la Lune, ils n'ont rien trouvé de mieux. Enfin, je pense que ça parle aux Américains, mais moi, en tant qu'Européenne, ça me fait un tout petit peu bizarre de caler dessus la taille du Capitole pour qu'on se rende bien compte de l'importance des masses et des implantations. Donc là, il y a vraiment quand même une espèce de projection américaine sur la Lune. Eh bien finalement, et ça c'est depuis 1968, 69, c'est vraiment le lieu d'exercice normal des États-Unis. Ça c'est quand même quelque chose qui pour eux ne fait pas question. Alors, cette histoire vers la Lune, c'est vraiment l'apogée de la NASA, je dirais, en tant qu'organisme créé pour redorer l'image des États-Unis, gérer un très grand programme civil, monter de la coopération et afficher un leadership. Et ça, c'est vraiment
les mots-clés de la NASA. Et d'ailleurs, le département des relations internationales à la NASA, c'est un des départements très importants, voulu par le pouvoir politique, comme le lieu où finalement, à travers cette coopération que la NASA va offrir à tous les pays qui font partie du bloc et qui seront alliés d'une manière ou d'une autre, ou au minimum neutre, elle va pouvoir transmettre de la connaissance scientifique et technologique, et donc va pouvoir retrouver ce rôle qui est le sien normalement dans le domaine de la Big Science depuis la Deuxième Guerre mondiale. Or, de 1957 à 1963, on a une succession de réalisations spatiales, de premières, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont toutes réalisées par l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'en 1957, premier satellite artificiel Sputnik, 1959, première photo de la face cachée de la Lune. Là, dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois qu'on voit ce qui se cache derrière, ce qu'aucun homme n'a jamais pu voir. Alors, photos de la face cachée, à l'époque, elles sont pas exceptionnelles, mais les soviétiques vont dresser le premier atlas de la face cachée de la Lune. Et puis ensuite, c'est le premier cosmonaute 1961 avec Gagarine, c'est la première cosmonaute avec Valentina Tereshkova. Là encore, tout un discours pour montrer que en Union soviétique, les femmes sont l'équivalent des hommes. Alors, petite différence, Gagarine, il était pilote de chasse, elle était contremaître dans une usine de textile. Mais à part ça, c'était tout pareil. Et évidemment, curieusement, là encore, il s'est avéré que Gagarine était beaucoup plus, comment dirais-je, en capacité d'accomplir ce qu'on lui demandait d'accomplir, qui était en fait assez peu, parce que quand vous mettez un homme dans un vaisseau, pour tous les ingénieurs, c'est vous venez de créer le point faible de votre système, parce que tant qu'il n'y a pas d'homme, vous savez comment les choses vont se passer. À partir du moment où il y a un humain à bord, il y a toute une série d'impondérables, y compris la façon dont l'humain va réagir, qui devient beaucoup plus inquiétante. Et Valentina Tereshkova, ça se passera pas très bien, et du coup, effectivement, même si elle a droit à tous les honneurs, tous les voyages, elle a ensuite été députée à la Douma. Effectivement, après Valentina Tereshkova, la mouette de l'espace, comme elle était surnommée, on va attendre quand même plusieurs dizaines d'années avant qu'il y ait à nouveau une femme qui vole. Et quand Claudie Agneray, qui était donc notre première femme cosmonaute, puisqu'elle a volé avec des Russes, a volé, il a vraiment fallu convaincre les cosmonautes. Et je crois que Claudie Agneray a fait beaucoup pour qu'effectivement ils se rendent compte que oui, une femme, quand elle était entraînée, était quand même très, très capable d'être présente. Et puis derrière, les soviétiques, ils font la première mission vers Vénus, et puis font la première mission vers Mars, et ils ramènent les premières photos. Donc vraiment, les États-Unis, dont en 1945, tout le monde a réalisé leur capacité technologique et en termes de production absolument extraordinaire. Enfin, la Deuxième Guerre mondiale, on voit comment l'Union soviétique se bat contre les Allemands, on voit comment les États-Unis organisent les débarquements. Ça n'a rien à voir. L'arme nucléaire, l'Union soviétique va mettre un certain temps pour l'acquérir. Les États-Unis, évidemment, l'ont à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'ils la font exploser 2 fois sur le Japon. Donc cette idée, c'est qu'en plus, il y a un autre phénomène qui, pour les gens de l'époque, est très, très important. C'est que les États-Unis, à cette époque, c'est le pays riche, c'est le pays où les gens ont des voitures, des réfrigérateurs, c'est le pays du luxe. Et d'une certaine manière, le discours soviétique qui est de dire nous, on est un pays neuf, on crée un homme nouveau et nous, on travaille pour de la science, pour de la technologie et pas pour la consommation, de retourner cette idée, parce qu'effectivement, la consommation de l'Union soviétique, c'est réduit à sa plus simple expression, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, du coup, on dit, oui, mais nous, on fait autre chose de plus grand sur les siècles futurs, etc. Et aux États-Unis, ce discours, il est reçu et il interpelle beaucoup de gens qui se mettent à remettre en cause ce qu'ils appellent la butter economy, l'économie du beurre, et qui disent non, mais il faut absolument qu'on se ressaisisse, c'est pas possible, il faut qu'on réforme notre système scientifique et technologique, il faut qu'on apprenne, après tout, la planification. Alors, en fait, ça marchait pas comme ça au côté soviétique, mais ils le savaient pas. La planification, ça a du bon, donc il faut qu'on monte des grands programmes avec des agences leaders, de l'argent public, etc., etc. Et donc, c'est assez intéressant parce que cette
remise en cause par les États-Unis de leur propre schéma et donc ensuite, pour le coup, de leur ascension qui encore aujourd'hui les met très au-dessus de n'importe quel être puissance spatiale, ils le doivent au fait d'avoir été apparemment derrière les Soviétiques, parce que dans la pratique, si les Soviétiques réussissent autant de premières que les Américains ne réussissent pas, c'est pas parce que leur secteur spatial est mieux, c'est juste parce qu'ils ont des lanceurs qui sont plus performants. Et pour ça, parce que l'Union soviétique, mais ce n'est pas le propos, a effectivement réutilisé ses missiles intercontinentaux en parallèle de ses lanceurs. Donc, toujours est-il que vous avez le discours de Kennedy donc, qui est fait à la Rice University, et je vous ai pris des extraits de ce discours. Alors, je sais, c'est un peu serré, mais je voulais quand même tout mettre dans la planche, et donc, du coup, j'ai mis un peu de gras là où ça me paraissait intéressant. Alors, je ne sais pas ce que vous pouvez lire, et je ne vais pas tout vous lire, mais l'idée, c'est quand même, nous avons l'intention de prendre part à cette course, donc l'ère spatiale naissance, mais nous comptons bien en prendre la tête. Ça me paraît vraiment extrêmement important, et c'est le premier point qu'il met en avant dans son discours. Et ensuite, il explique que finalement, le garant du monde libre, ce sont les États-Unis. Il y a aussi tout un discours qui viendra peut-être un peu plus tard sur la destinée manifeste des États-Unis, qui font que les États-Unis éclairent le monde, et ils doivent aussi éclairer le monde en dehors de la Terre. Et donc là, ce n'est pas dans le discours de Kennedy, mais ce qu'il évoque, c'est les promesses de la nation ne pourront être tenues qu'à l'impérieuse condition que nous soyons les premiers. Ça c'est quand même assez intéressant sur ce qu'est l'esprit de la guerre froide, qui est que finalement, si ce ne sont pas les États-Unis pour le bloc évidemment capitaliste, eh bien, ça signifie que ça sera soumis à l'arbitraire et, comment dirais-je, au totalitarisme du communisme. Et ce discours-là, je vous signale qu'on l'entend encore de temps en temps quand on parle de la concurrence potentielle avec la Chine dans l'exploitation de la Lune. Vous pouvez lire de temps en temps des articles dans lesquels les Américains disent qu'il leur faut absolument poser une base lunaire avant les Chinois et poser les conditions d'utilisation et d'exploitation et d'exploration de la Lune avant les Chinois, parce que sinon les Chinois imposeront au monde entier une vision chinoise de l'exploration, ce qui est quand même assez étonnant, parce que, alors je ne dis pas que les Chinois ne seraient pas prêts à le faire, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un raisonnement typiquement américain qu'on retrouve parfaitement dit, reconnu en 63. Et donc, tout son discours à la fin, ce qui est le plus connu du discours de Kennedy, c'est « nous avons choisi, c'est le mot important, d'aller sur la Lune. Nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie. » Bon, ça, c'est le côté course. Et d'accomplir d'autres choses encore, non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Parce que cet objectif servira à organiser et à offrir le meilleur de notre énergie et de notre savoir-faire, parce que c'est le défi que nous sommes prêts à relever, celui que nous refusons de remettre à plus tard, celui que nous avons la ferme intention de remporter, tout comme les autres. Voilà. Donc là, on a vraiment posé le cadre de la manière dont les États-Unis vont structurer leurs relations à l'espace. Et de fait, enfin, je veux dire, c'est un défi grandiose, parce que songez qu'il faut développer un lanceur comme Saturne V, il faut développer un satellite, il faut faire en sorte de viser la Lune, il faut tourner autour de la Lune, il faut se poser sur la Lune, il faut redécoller de la Lune. Et quand vous lisez l'ensemble des opérations que ça suppose, ça ne peut que susciter effectivement l'admiration, parce qu'ils vont le faire très vite, bon, ils vont le faire pour assez cher, mais ils vont le faire, bon, il y a un premier accident au départ, mais ils vont le faire avec un succès complet. Donc, la deuxième, donc on voit bien dans ce discours précédent de Kennedy, qui est de dire il faut qu'on montre qu'on est le leader du monde libre, et il faut qu'on récupère la place qui est la nôtre. Et du coup, très vite, dès les premières discussions sur la faisabilité du programme Apollo, Kennedy va demander que l'on réfléchisse à la capacité de faire une transmission télévisuelle en direct.
la marche d'un homme sur la Lune. Et ça va être un des éléments qui va beaucoup booster, en quelque sorte, le développement des premiers satellites de télécommunication, puisque on ne peut pas faire autrement que transmettre par satellite. Les premières stations de réception intercontinentales. Et cette idée, là encore, c'est vraiment une ironie de l'histoire qu'on les accuse de ne pas y être allés, c'est quand même pas sympa. C'est vraiment de prouver qui sont sur la Lune. C'est vraiment, vraiment ça l'idée. Avec quand même un gros risque, c'est que si effectivement les choses se passent mal, le monde entier sera au courant. Et c'est là qu'il y a toute la différence sur laquelle Kennedy tient à insister, c'est-à-dire que d'un côté, les États-Unis qui sont l'endroit de la liberté et de la transparence, et au contraire l'Union soviétique qui de toute façon ne dit pas qu'elle fait la course à la Lune. Bon, essaie de le faire, s'y prend mal, enfin bon, c'est pas le sujet, n'a pas les moyens surtout, n'a pas l'organisation, parce qu'en fait, le système spatial soviétique à cette époque est en silo, il n'y a pas d'autorité qui est capable de chapeauter l'ensemble, etc., etc. Et donc, du coup, d'une certaine manière, à partir des années 1966-1967, les États-Unis font la course à la Lune tout seuls, parce que l'Union soviétique renonce quand même sur le principe à être capable d'envoyer des hommes sur la Lune avant les Américains. Ce qu'ils vont essayer de faire, et ça ne va pas marcher, c'est de faire un premier tour autour de la Lune et d'être capable éventuellement d'envoyer des hommes autour de la Lune avant les Américains. Mais bon, même ça, ils vont pas y arriver. Donc, les États-Unis arrivent à faire cette démonstration très impressionnante de toutes les capacités qui sont les leurs, y compris de mobiliser les ressources publiques et privées. C'est très intéressant de voir que ça existe déjà dans le discours des années 60. On a aujourd'hui toute cette révélation à la Elon Musk, mais ça aussi, c'est quelque chose qui remonte à loin, parce que quand les États-Unis pensent la nouvelle frontière, ou quand dans leurs valeurs, il y a la valeur de l'entrepreneur et du pionnier. Alors, les avancées technologiques sont impressionnantes, parce que c'est cet énorme lanceur Saturne V, c'est un rover. C'est-à-dire qu'il faut imaginer quand même qu'ils ont une petite Jeep sur la Lune pour les dernières missions d'Apollo. On parle du début des années 70. Donc c'est vraiment assez étonnant. Je vais vous montrer quelque chose aussi. Et puis, c'est les avancées scientifiques, surtout pour les planétologues, puisqu'ils vont ramener des échantillons. Ils ramènent quand même 380 kilos de roches lunaires. Donc, les missions Apollo sont posées dans des endroits différents de manière à récolter des roches différentes, mais ramener 380 kilos, effectivement, c'est quand même une moisson assez importante. Et ces 380 kilos, il va y en avoir une valorisation politico-diplomatique très intéressante. En fait, je me suis demandé ce qu'ils en avaient fait. Enfin, je savais que les laboratoires de sciences avaient demandé à pouvoir recevoir des échantillons pour les analyser sur Terre. Mais ce que je n'avais pas noté, et j'essaierai d'en faire une carte quand j'aurai un peu de temps, c'est le fait qu'ils ont distribué à chacun des principaux musées des États américains un morceau de Lune. C'est-à-dire que d'abord, cet effort fédéral, parce qu'aux États-Unis, c'est quand même le spatial dépend du pouvoir fédéral, eh bien, il fallait le restituer à chacun des États. Donc, dans chacun des États américains, il y a un bout de Lune qui est mis dans un musée. Et puis après, vous avez sur le site de la NASA, vous avez un curator, un conservateur qui est vraiment nommé pour ça, et vous avez la liste de tous les pays qui reçoivent des morceaux de Lune, avec toutes les dates où ils reçoivent des morceaux de Lune, ce qui m'a permis de m'apercevoir que, par exemple, la Cité de l'Espace à Toulouse avait reçu son morceau de Lune il n'y a pas tellement longtemps, et le calendrier continue à être servi, et ça fait partie effectivement de ce caractère très internationaliste et très généreux des États-Unis. Et puis, c'est la confirmation définitive de la capacité de l'homme à vivre hors de sa planète, pas vivre facilement, pas vivre pas cher, on vit pour cher sur la Lune, mais on est capable de le faire et c'est démontré. Et là, j'ai juste voulu montrer une petite planche qui récapitulait entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et donc, on voit bien effectivement à partir de Apollo 11 les missions où les hommes sont posés
les hommes sont posés sur la Lune. Et du coup, les missions soviétiques, qui elles sont des missions purement automatiques, avec 3 échecs et 2 grands succès, et le Lunocode. Et le Lunocode, il est très intéressant parce que c'est pas, vous pouvez regarder d'un côté à droite, vous avez le Lunocode, enfin je sais pas, dans le sens où vous voulez, en bleu et en rouge, vous avez le Lunocode et vous avez le Lunar Rover. Et là déjà, on voit qu'on n'est pas en train de jouer dans les mêmes genres de technologies. Hein. On fait pas, on conçoit pas, et ça c'est une permanence de l'activité spatiale, les technologies et la conception des satellites et des instruments dans l'espace, etc., est assez différente pour des raisons de capacité industrielle, est assez différente entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et ce qu'on n'a pas beaucoup noté, parce qu'effectivement, c'était fait, 380 kilos de roches ramenées par des hommes, c'est que quand même le Lunocode, en 1972 ou 73, est capable de ramener quelques centaines de grammes de poussière lunaire, avec lequel, là encore, il y aura la possibilité pour les laboratoires de faire des demandes. Et alors, ça donne des choses assez amusantes qui sont des publications conjointes avec des laboratoires soviétiques et des laboratoires français, puisque la France a une tradition de coopération avec l'Union soviétique depuis 1965, mais 66, mais vous avez effectivement cette volonté d'affichage de la capacité autonome à traiter l'espace. Mais bon, Apollo, il a aussi des effets pervers. Et ces effets pervers, on les a subis, je dirais quasiment avec des hauts et des bas, mais en gros jusqu'au début des années 2010 et à partir de 2014, la décision de revenir sur la Lune. Alors les effets pervers d'Apollo, c'est d'abord que ça coûte trop cher. Et d'ailleurs, Kennedy, qui ne vivra pas très longtemps après la déclaration et qui ne verra pas la fin du programme Apollo, Kennedy se rend compte très vite que finalement le programme Apollo, ça va être très coûteux. Et en 1963, il fait une proposition à l'Union soviétique, aux Nations Unies, en proposant d'aller explorer ensemble la Lune. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le discours, on va le faire le premier, etc., etc. Et puis après, vous avez cette offre de dire, mais après tout, on pourrait bien le faire en coopération internationale. Alors, on pourrait le faire en coopération internationale, ça veut dire sous leadership américain, et ça veut dire en se calant sur des technologies et des moyens que les Soviétiques n'ont absolument pas. Et donc là, de toute façon, les Soviétiques vont dire que oui, la proposition est intéressante, mais qu'elle leur paraît quand même pas très fouillée, et puis il n'y aura pas de suite, et les Américains vont le faire tout seuls. Mais malgré tout, on se rend bien compte qu'il y a cette prise de conscience assez rapide du fait que aller dans l'espace et aller envoyer surtout des hommes, envoyer des hommes dans la Lune, c'est très cher. Donc 25 milliards de dollars en 1973. Bon, en 2015, ça correspond, en dollars de 2015, ça correspond à 129 milliards. Bon, en dollars de 2022, j'ai vu des chiffres autour de 180 milliards. Pour vous donner une idée, les États-Unis dépensent tous les ans, depuis on va dire une dizaine d'années, autour de 40 milliards de dollars dans l'espace. Mais c'est toute activité confondue. La science, les applications, le militaire et le civil. Là, le programme Apollo, c'est quand même une somme, même si on a l'habitude de sommes importantes aux États-Unis par rapport à ce que nous, on dépense. Bon, l'Europe, deuxième puissance spatiale, c'est autour de 12 milliards de dollars aujourd'hui. Donc entre 40 et 12, vous multipliez ça pendant 65 ans de conquête spatiale. Il faut quand même bien reconnaître que quand les États-Unis ont l'impression que l'espace extra-atmosphérique, c'est chez eux, au terme de l'investissement réalisé et des bénéfices que nous, on en a eu, parce que si vous regardez le GPS et avant Intelsat, etc., tout ça, c'est quand même des moyens américains payés par des contribuables américains que nous avons utilisés gratuitement. Alors après, derrière, ils vous vendent des puces GPS, derrière, ils ont du pouvoir, derrière, ils ont tout ce que vous voulez. Mais en termes d'infrastructure, les avancées américaines et la mise à disposition par les États-Unis de leurs moyens technologiques en échange de ce fameux leadership sont réels. Et puis surtout, comme ça coûte cher, on a supprimé des missions, et les missions qu'on a supprimées, c'était les missions les plus sophistiquées sur le plan scientifique. Donc là, vous allez créer vraiment un hiatus entre la communauté scientifique et la communauté des vols habités à la NASA, parce que les scientifiques estiment que autant d'argent dépensé pour ne pas faire les 4 dernières missions pour lesquelles ils avaient des objectifs scientifiques très précis, c'est quand même du gaspillage. Bon, sans quoi ils ont pas
tort d'un point de vue, je dirais, absolu, sauf que chaque fois, relancer une Saturne, relancer un Apollo, etc., ben, ça coûte cher. Donc ils ne vont pas le faire. Donc 4 missions supprimées. Et puis en 1973, on est dans un tout autre contexte où les Américains et les Soviétiques sont dans la période de détente. Et où justement il est de bon ton de montrer qu'on se rapproche. Et donc vous avez Brejnev-Nixon qui se serrent la main avec des grands sourires qu'on voit partout aux informations, etc. Et ils décident dans leur enthousiasme de faire ce fameux vol conjoint entre les États-Unis et l'Union soviétique. Donc vous avez un vaisseau soviétique qui part le premier pour des raisons de mécanique céleste, le vaisseau américain qui part quelques heures après. Les deux vaisseaux se rapprochent doucement dans l'espace. Ils ont conçu un collier d'amarrage universel, parce que bon, il y avait un problème tout bête, c'est que quand vous avez une prise mâle et une prise femelle, d'une façon générale. Bon, ben là, aucun des deux ne voulait jouer la prise femelle. Donc, ils ont créé un système, un collier universel, qu'ils ont chacun de leur côté. Donc, du coup, les deux colliers universels s'enclenchent, ce qui permet de tenir tout un discours sur le fait que ça sera le collier d'amarrage universel. Mais ça, d'une certaine façon, c'est très bien, parce que sur la Station spatiale internationale, vous avez un collier d'amarrage universel. Et donc, effectivement, donc, il y a les deux écoutilles s'ouvrent, les deux commandants de bord américains et soviétiques se serrent la main. Donc, c'est intéressant. Il y a plein de récits sur ça qui ont été faits. Il y a même un excellent documentaire qui avait été fait sur le vol Apollo-Soyouz. Vous en trouverez toutes les références sur Internet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour réussir à faire ce vol, ça leur a pris 2 ans. Et ça leur a pris 2 ans parce que tout simplement, en Union soviétique, on n'est pas du tout habitué à partager les informations. Et donc, chaque fois que la NASA demandait une information précise, on lui répondait « Ah ben ça, c'est secret ». Ah ben ça, c'est secret. À un moment, quand il faut faire amarrer 2 vaisseaux, c'est pas très concluant. Et donc, il y a un des 2 commandants de bord qui, à la fin, bon, alors ils échangent. Alors ça, c'est très intéressant sur l'interculturel, parce que comment ils vont se parler? Donc, ils vont se parler en anglais et en russe. Et ils s'aperçoivent assez vite que finalement, on ne peut pas toujours être sûr de se comprendre à 100%. Et que quand on est dans l'espace, mieux vaut pas qu'il n'y ait pas un malentendu. Donc, ils vont faire parler les Russes en anglais et les Anglais vont parler en russe. Ce qui veut dire que de toute façon, ça sera un langage beaucoup plus minimaliste et que ça sera beaucoup plus sûr et qu'il y aura beaucoup moins d'erreurs possibles, ou qu'en tout cas, on pourra identifier tout de suite l'erreur s'il y a une erreur linguistique. Alors, donc, ils apprennent à faire les échanges et donc, à un moment, ils deviennent très vite, c'est intéressant aussi parce que ça montre que quand vous vous entraînez pour aller dans l'espace, et ça on le voit aujourd'hui dans la Station spatiale internationale, ou même avec l'Ukraine et la position aujourd'hui de l'Union soviétique, de la Russie, vous avez quand même des cosmonautes russes à bord de l'ISS. Et donc, ils vivent ensemble, et vous avez l'Américain qui à un moment dit, bon ben c'est très simple, ou bien vous acceptez qu'on aille voir votre lanceur et qu'on aille voir votre module, ou bien nous on arrête. Non, on fait grève, on n'y va pas, on arrête tout. Alors là, pour les soviétiques, c'est inimaginable qu'on puisse se dire qu'on arrête de sa propre initiative. C'est pas vu comme ça, c'est pas culturel. Donc ça fait un énorme pataquès et finalement ils obtiennent gain de cause et les soviétiques de la mission sont très contents parce qu'eux aussi ils étaient quand même très ennuyés et donc ils arrivent à faire des échanges d'informations et donc les Américains découvrent un peu mieux ce qu'est le spatial soviétique, qui est quand même assez rudimentaire par rapport au leur, les moyens ne sont pas les mêmes, et les soviétiques découvrent ce qu'est le spatial américain, qui lui est extrêmement sophistiqué, high-tech, innovant, etc., etc. Donc, alors il y a une petite blague. Leonov avait mis dans un. Bon, ils avaient des petits trucs pour boire. Vous vous rappelez la fusée de Tintin, boire dans une station, c'est pas super facile. Et donc ils ont des petites de gourdes et il avait écrit vodka dessus. Et dedans, il avait mis du bortsch. Et donc il arrive et il dit c'est à l'hospitalité à la soviétique, hein, donc ils ont ouvert les écoutilles, l'hospitalité à la soviétique, on boit la vodka et bon, les Américains ils regardent leur truc vodka, on boit la vodka et puis évidemment la première gorgée ils se rendent compte que c'est du borsch et j'aime beaucoup le commentaire de Leonov qui dit finalement ils étaient déçus.
Et puis, bon, les Américains, quand les Soviétiques tapent à la porte, font toc-toc, les Américains leur disent qui est là? T'as devine qui est là. Bon, voilà. Non, mais ça se fait vraiment dans cet esprit assez bon enfant. Et donc, du coup, si vous voulez, bon, revenir sur la Lune tout seul et les milliards que vous avez dépensés pour aller démontrer que vous étiez les premiers, ça casse un peu l'ambiance. Il y a autre chose qui casse un peu l'ambiance quand même, c'est que on est dans les années 70, 73, etc. On est quand même à l'époque de la guerre du Vietnam. On est à une époque... Alors, effectivement, la marche d'un homme sur la Lune, ça va bien arranger l'image des États-Unis à un moment, pendant un certain temps, sur le fait qu'ils font des choses qui, pour l'humanité, font sens. Mais en réalité, assez vite, vous allez avoir des contestations locales. Et entre autres, vous avez les mouvements de défense des droits civiques, parce que, oui, c'est quand même peuplé de beaucoup d'hommes blancs, il n'y a aucun doute. Et puis surtout, c'est beaucoup de milliards, alors qu'il y a aux États-Unis, d'une part, la ségrégation, mais surtout une extrême difficulté sociale, des inégalités sociales très très fortes et très flagrantes. Et donc vous avez une dénonciation de cet argent qui est dépensé pour aller sur la Lune. Et puis vous avez aussi les mouvements féministes, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont, il n'y en a même aucune dans le corps des astronautes, et plus les dénonciations déjà un peu de contre-culture globalement sur le poids de la technoscience, qui remettent en cause cette image grandiose de la NASA. Et la NASA, elle est vraiment membre de l'establishment, et elle prend ça très très mal, et son premier temps de communication est quand même pas, ne calme pas le jeu, on va dire. Et donc, la NASA se retrouve au final dans une position difficile. C'est devenu une énorme agence. Elle a réussi ce qu'on lui avait demandé de réussir, et le pouvoir politique, que ce soit le Congrès ou que ce soit la présidence, se désintéresse de la NASA, parce que d'une certaine façon, il va falloir trouver autre chose que d'aller envoyer des hommes sur la Lune. Il y avait même, je voyais un témoignage d'un pasteur noir qui fait une petite manifestation au pied du lancement d'un Saturne, et il dit à un journaliste, on voit bien que c'est un jeu d'hommes blancs, parce que s'il avait fallu creuser, ils auraient envoyé des noirs. Donne une idée de l'ambiance. Donc effectivement, il y a une difficulté d'identification. Donc les effets inattendus, c'est le fameux renversement du regard vers la Terre. Et là, moi, je suis très, très impressionnée par le fait que finalement, on est allé sur la Lune, on a vu la Lune, on a vu que c'était un peu désolé, voire très désolé. Il y a de la poussière, cette espèce de poussière lunaire qui est extrêmement agressive. Les astronautes disaient qu'on pouvait encore retrouver des fragments de poussière lunaire sur leur peau 15 ans après qu'ils soient revenus de la Lune. C'est vraiment un truc qui pose des tas de problèmes au matériel, y compris les robots qui sont sur la Lune. Et donc, la Lune, c'est pas très sympa, c'est pas très facile d'y vivre, c'est très compliqué de s'y poser et d'y rester. Mais en revanche, depuis la Lune, on voit la Terre. Et les hommes voient la Terre. C'est toute la différence, parce qu'on aurait très bien pu prendre des photos avec des appareils automatiques qui photographiaient la surface de la Lune, aurait très bien pu photographier la surface de la Terre, montrer la surface de la Terre, mais ça n'a pas la même signification. C'est vraiment cette idée, ça c'est quelque chose qu'il faudrait que ça commence, il y a des gens qui ont commencé à y travailler, ça intéresse beaucoup Michel Lusso et d'autres, mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'on travaille avec des anthropologues et des gens des sciences de la communication pour voir comment tout ça s'est arrangé et s'est monté dans cette idée de la Terre vaisseau spatial, qui est au moment où on commence à développer ça dans les mouvements environnementalistes, prendre conscience du fait que la Terre est un tout, que c'est un tout fini. Et là, c'est certain que la Terre, dans ce noir profond, elle est quand même la seule à avoir cette jolie couleur bleue. Alors en fait, elle n'a pas tout à fait cette jolie couleur bleue, parce que un peu moins bleue. Mais bon, en tout cas, elle a de la couleur, et il y a bien qu'elle qui a de la couleur. Et puis, c'est un corps céleste comme les autres. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, oui, on est une chose parmi d'autres, et c'est quand même assez différent. Ce faisant, on revient aux origines, parce que en 1957,
fait, Spoutnik, il est lancé dans le cadre de l'année géophysique internationale. Et l'année géophysique internationale, c'était cette fameuse organisation scientifique qui, pour la première fois, alors il y avait des organisations scientifiques internationales qui ont fait des études d'épaule, qui ont fait, c'est-à-dire vous mettez toutes les disciplines ensemble et puis vous choisissez un sujet commun et tout le monde pendant un an va faire échanger, accumuler des résultats, que ce soit sur Terre, que ce soit sur la mer, que ce soit éventuellement en avion. Et puis là, du coup, cette idée de le faire avec en plus un satellite. D'ailleurs, assez drôle parce qu'il y a des discours, en particulier, il y a Jean Coulon, hein, qui est un physicien en France, et il décrit aux gens ce qu'est l'année géophysique internationale, donc un public assez général. Il dit, là, il va y avoir un satellite, puisque les États-Unis, les premiers, ont dit qu'ils allaient lancer un satellite, l'Union soviétique a suivi, il va y avoir un satellite, et ça nous permettra quand même d'avoir une autre vision de la Terre que les expéditions géographiques vers les pôles qui relèvent plus de l'aventure personnelle que de la science. Bon, merci pour ceux qui allaient vers les pôles en traîneau à chien, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a l'idée qu'on va avoir une vision globale. L'année géophysique internationale, c'est ça, c'est les satellites vont vraiment permettre d'avoir une analyse, une vision de la Terre de l'extérieur et surtout météo, évidemment, puisque à l'époque, c'est surtout de voir la circulation des masses nuageuses qu'on s'attend à faire. Mais on va découvrir les ceintures de radiation, etc. Et ça, ce n'est pas des découvertes soviétiques, c'est des découvertes américaines, parce que leurs instruments sont plus performants. Donc, juste pour le clin d'œil, là, vous avez les deux images donc, de la Terre. Et la première, alors, la fameuse bille bleue là, de la Terre vue par l'équipage d'Apollo 17. Apollo 17, c'est la dernière mission. Hein. Donc, c'est vraiment celle où on fait les plus belles photos, où les gens sont entraînés à prendre des photos, où ils ont des bons, les cosmonautes, les astronautes, où ils ont de bons appareils photo. Bon, le vaisseau lunaire, il se déplace, le vaisseau Apollo, il se déplace très vite. Hein. Et là, en fait, c'est celle-là, la photo originale. Et c'est intéressant parce que la photo originale, elle est prise à l'envers. C'est-à-dire que vous avez le pôle sud qui est en haut, et puis elle est moins bleue. Et la question que je me posais, c'est en fait, pourquoi la NASA n'a pas traité cette image-là? C'est-à-dire que ça, c'est quand même curieux qu'on ait eu ce besoin de redonner aux gens l'image de la Terre telle qu'on la voit sur un globe, parce qu'on aurait très bien pu jouer sur le fait que, ben oui, c'était pris à distance, c'était pris par des hommes qui partaient vers la Lune et qui effectivement la voyaient à l'envers, parce que toutes ces photos, alors j'en reparlerai tout à l'heure, hein, dans les 10 minutes qui me seront imparties, toutes ces photos, elles sont très sympas, elles sont très bien, mais en fait, quelque part, elles gomment ce qui est tout l'intérêt de voir des images depuis l'espace, c'est-à-dire entre autres de voir la Terre tourner. Les images de météo, quand on vous met une image d'Himawari ou de n'importe quoi, une belle photo météo de la Terre, bon, l'intérêt de la photo météo, c'est que la Terre tourne, vous voyez les masses nuageuses tourner, vous avez 5 satellites géostationnaires qui sont placés autour de la Terre, et c'est la synthèse des images qui sont prises par ces différents satellites qui permet de faire de la prévision. Donc, si vous voulez, cette idée déjà qu'il faut placer la Terre comme on la place sur un globe sur Terre, qu'il ne faut pas montrer qu'elle tourne et qu'il faut lui donner des couleurs qui sont encore plus bleues et qui font encore plus l'idée de l'eau, de la respiration et de ce côté, c'est assez intéressant, sachant que, alors s'il y a des étudiants dans la salle qui ont envie d'aller se plonger là-dedans, je suis certaine qu'il y a une masse de données à la NASA, parce que la NASA, avec Information Act américain, classe tout, range tout, y compris les enregistrements avec tous les astronautes dans toutes les missions, etc., etc. Et que je suis sûre que la manière dont a été prise cette décision de choisir cette image, de la tourner comme ça, etc., etc., elle est certainement parfaitement documentée. Donc, il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui prenne le temps, évidemment, d'aller regarder pourquoi s'est fait ce choix et comment la NASA a communiqué. Et alors ça, c'est un autre truc que j'ai juste choisi de mettre, c'est que j'ai découvert à l'occasion donc de la conférence que, alors Blue Marble, la bille bleue, hein, puisque ça avait évoqué l'idée d'une bille pour enfants, c'est que tout le monde parle de la première, enfin tout le monde, non. Dans les médias, on parle de la première photo de la Terre prise par des astronautes, mais ce n'est pas la première photo de la Terre, c'est la première photo éclairée, de la Terre éclairée, oui.
c'est celle qui a été développée, mais on a eu des premières photos de la Terre bien avant, et je montrerai tout à l'heure, là, dans mes 10 minutes, j'ai pris quelques vieilles photos. La première photo d'Apollo 8, où on voit que les moyens photographiques n'étaient pas les mêmes, et donc ça n'a pas du tout... ça fait pas pareil, hein. Ça marque pas de la même façon. En tout cas, on a ce récit, cette reconstruction du récit qui consiste à combiner aujourd'hui l'idée que finalement l'environnement et le spatial dans ces années 1970 ont eu une synergie naturelle qui s'est mise. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais de fait la NASA dans les années 70, qui a quand même ce passé scientifique, hein, de l'année géophysique internationale, la NASA dans les années 70 prend conscience qu'effectivement les satellites sont le meilleur moyen de surveiller, gérer et connaître la Terre dans son environnement. Et donc, le programme de sciences et de sciences spatiales et de changement climatique ensuite à la NASA devient un programme extrêmement important. Bon, de temps en temps, il y a des républicains au Congrès qui sont climato-sceptiques, etc., etc., et la NASA a du mal à défendre ses budgets. Il y a eu Trump aussi qui... Bon, en fait, c'est une chance, Trump croyait quand même que la Terre tournait, je crois. Mais en tout cas, Trump, le changement climatique et le fait qu'il y ait un vrai budget pour la science spatiale à la NASA, alors ça, il a vraiment coupé les budgets. Et donc, la NASA a joué en transformant les noms de ses programmes, etc., en passant à science spatiale plutôt qu'environnement, pour réussir à sauver ses budgets. Mais de fait, effectivement, on a cette synergie qui se met en place et qui fait qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, ce discours de la Terre vue de l'extérieur, c'est peut-être la chose qui parle le plus à tout le monde. Et regardez les fameuses photos de Thomas Pesquet. Les photos de Thomas Pesquet, qu'elles soient prises par Thomas Pesquet ou qu'elles soient prises par n'importe quel appareil photo automatique, la différence pour nous, c'est qu'elles sont prises par un homme. C'est ça. Et qu'est-ce que ça nous apporte? Ça, c'est vraiment de l'anthropo. Qu'est-ce que ça nous apporte que ça soit prise par un homme plutôt que ça soit une image Google? Ça, c'est dans notre relation nous-mêmes à la capacité de quitter la Terre qu'il faut la trouver. Si vous me permettez, je vais d'ailleurs faire un tout petit sondage très rapide. Parmi vous, il y en a combien qui auraient envie de quitter la Terre pour aller faire un petit voyage? Alors, je ne parle même pas du prix ni rien, hein, mais il y en a combien qui auraient envie de quitter la Terre? Ouais, c'est à peu près tout le temps pareil. On est de l'ordre d'un petit 50%. Et c'est intéressant parce que finalement, vous auriez envie de quitter la Terre pourquoi? Pour avoir quitté la Terre? Pour la voir de l'extérieur? Pour avoir fait un truc, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui juste veut nous donner rapidement une réponse de pourquoi il aurait envie? Oui, j'ai juste une jeune fille pile en face de moi là, que je vois. Juste pour voir. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et bon, je pense qu'effectivement, c'est une donnée qui est pas négligeable. Voilà. Et puis, vous allez avoir d'autres gens qui vont dire que il faut pas perdre son temps à quitter la Terre et qu'il vaut mieux entretenir la Terre, garder les ressources pour, etc., etc. Mais ce sont deux discours qui sont parfaitement respectables. Et donc, pour finir, j'ai un super prompteur là qui me raconte, c'est pour ça que je parle un peu vite, qui me décompte le nombre de minutes qui me restent en votre compagnie. Donc, pour finir, j'ai choisi, parce que mon côté géographe, hein, j'ai choisi d'évoquer justement une citation de Jean Gottman, qui était un géographe français un peu atypique, qui a beaucoup travaillé entre les États-Unis et la France, qui était prof de géographie à Sciences Po d'ailleurs. Il a plus trouvé sa place à Sciences Po qu'à l'université française. Et donc, il écrit un texte qui s'appelle « La politique des États et leur géographie ». Et en 1951, il écrit « La politique des États s'inscrit dans l'espace géographique, c'est-à-dire dans l'espace accessible aux hommes. Il y a une géographie des mers depuis que les hommes savent naviguer, depuis qu'ils savent voler, on voit s'élaborer une géographie de l'air. Le jour où ils iront coloniser la Lune ou d'autres planètes, il faudra bien que la géographie s'étende à ces espaces qui sont encore le domaine de l'astronomie. »
et ce que je trouve très intéressant, pour moi qui travaille beaucoup plutôt sur l'occupation de l'espace par des engins automatiques, c'est que Gottman, qui est quand même très précurseur, hein, je veux dire, c'était pas ce que tout le monde pensait, et même plus tard, sur le fait que la géographie s'intéresse à l'espace, c'était pas naturel, mais en tout cas, c'est qu'il le pense comme avec un lieu de rattachement. C'est-à-dire qu'il dit clairement, ils iront coloniser la Lune ou d'autres planètes. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'il y ait des flux de télécom, qu'il y ait des flux d'informations, etc., pour lui, ce n'est pas du domaine de la géographie. La géographie, c'est quand vous allez dans un endroit sur lequel vous êtes posé quelque part. Et ça je pense que c'est également très, très intéressant sur la question qui se pose aujourd'hui de ce retour vers la Lune, puisque ça y est, enfin, je veux dire, Trump l'avait lancé comme ça, en accélérant, histoire de se prendre pour Kennedy. Mais globalement, bon, la NASA, elle ne va pas tenir 2024, ça va prendre un peu plus de temps. Mais ça y est, les hommes et les femmes, pardon, les femmes d'abord, puisque la NASA a annoncé que il y aurait une personne de couleur et une femme qui marcherait sur la Lune, donc dans le cadre du programme Artemis, donc des humains vont marcher à nouveau sur la Lune dans un délai assez court, hein, et à partir de là, eh bien, il faut voir combien de temps ils vont y rester, ce qu'ils vont y faire, et qu'est-ce que ça va changer à la fois de notre vision. Est-ce que du coup on va se dire bon, à partir du moment où il y a des hommes sur la Lune, ça banalise et puis finalement ça intéresse moins, ou est-ce que au contraire ça peut donner d'autres idées, d'autres développements et d'autres applications, et qu'est-ce que ça va induire justement, et ça aujourd'hui on ne le sait pas bien, hein. On parle de logistique spatiale, on parle de transport spatial, je lis même des rapports où on parle de comment ils appellent ça, l'analyse du dernier kilomètre. Alors dernier kilomètre, je connais sur la géographie terrestre, sur la géographie spatiale, ça me paraît plus bizarre, mais en tout cas, qu'est-ce que ça va véritablement changer? Et on a vu une banlieue de la Terre où on n'était pas très loin, et puis là, d'un seul coup, eh bien effectivement, est-ce que va y avoir au point de Lagrange, alors là c'est encore plus loin, mais c'est un point qui permet d'être fixe par rapport à la Terre et à la Lune, est-ce qu'on va installer des postes de sécurité, est-ce qu'on va installer des... Enfin, vous pouvez lire, alors là, on hésite entre la science-fiction et la prospection scientifique et technologique, mais là, il y a vraiment un basculement qui est en train de se faire. Alors, je discutais, 0 minute 32, 31, ça va, il me rend 30 secondes, je discutais avec un collègue américain et je vous cite cette anecdote parce que je pense qu'elle est très révélatrice des différences de mentalité. Et je lui disais, mais tu penses que, avec quand même les difficultés économiques, etc., tu penses que vous allez financer pendant combien de temps, les États-Unis vont financer pendant combien de temps un programme sur la Lune? Parce que malgré tout, bon, on parle de quand même quelques dizaines de milliers de dollars. Et il me dit, bon, de toute façon, on verra bien, mais c'est pas cher. Je lui dis, comment ça, c'est pas cher? Il me dit, bah non, il y en a pour 15 milliards de dollars. Je ris et je lui dis, bah oui, 15 milliards de dollars, c'est plus que le budget spatial européen tout réuni. Mais quand je réfléchis, pour eux, 15 milliards de dollars, ça correspond aux sommes qu'ils ont dépensées pour la station spatiale et la navette, ça correspond aux sommes. Donc finalement, il y a une vraie différence dans cette manière de percevoir l'activité. Et puis il y a le fait qu'ils sont vraiment, vraiment convaincus que de toute façon, c'est un nouvel âge spatial et que, enfin, une nouvelle ère de l'activité spatiale, ça ne va pas supprimer l'ancienne, hein. Les États vont continuer à envoyer leurs trucs, les satellites de télécom, etc., mais il y a un changement qui sera générateur d'innovation, etc., et peut-être, effectivement, d'une nouvelle perception de notre relation à l'espace. Je suis désolée, j'ai dépassé de 46 secondes. Bonne...